Chers abonnés du Conte africain 225, pour nous encourager, aimez cette vidéo pour nous motiver. Bisous! Bienvenue sur le Conte africain 225. Ne me quitte pas, s'il te plaît, je t'aime. Dis-lui de ne plus t'appeler. Tu avais ta liberté, Marc. Maintenant, assume ce qu'elle t'a coûté. Il y a des histoires qui ne commencent pas le jour du mariage, ni à la naissance d'un enfant, mais au moment précis où un cœur se fissure sans bruit. À Douala, dans les rues éclairées de Bonapriso, les villas brillent comme des promesses de bonheur. Pourtant, derrière certains portails, la douleur a la même couleur que partout ailleurs. Diane pensait avoir tout fait comme il faut. Marc croyait pouvoir réinventer les règles. Jusqu'à ce soir où, dans une cuisine trop parfaite, un simple appel fit trembler tout ce qu'ils avaient reconstruit. La première fois que Diane vit son mari pleurer, ce n'était pas à un enterrement, ni à l'hôpital, ni à une veillée. C'était ici, dans cette cuisine luxueuse de Bonapriso, aux lumières si blanches qu'elle ne laissait aucune ombre. Debout près de l'îlot en marbre, elle sentait confusément que quelque chose, ce soir-là, allait se briser pour de bon. Diane, on doit parler. Alors parle. Marc entra sans claquer de porte, sans hausser la voix. Mais quelque chose dans sa façon de tenir son téléphone trahissait l'urgence. Il se posta en face d'elle, de l'autre côté de l'îlot. Entre eux, le marbre faisait office de frontière glacée. Ils connaissaient déjà la conclusion, mais aucun n'osait encore prononcer la première phrase. Encore lui. Le téléphone vibra dans sa main. Un nom s'afficha, qu'il n'osait plus lire à voix haute. Marc, l'homme qui n'avait cessé de parler de liberté et de maturité, se retrouvait soudain prisonnier d'un simple appel. Ses doigts se crispèrent autour du téléphone, comme si serrer plus fort pouvait étouffer la vérité qui s'y cachait. Diane ne quittait pas son visage des yeux. Tu vas rester là à trembler ou tu vas m'expliquer? C'est compliqué. Face à lui, Diane semblait presque trop calme. Elle avait appris à économiser ses gestes, à protéger ses mots. Marc, lui, ne tenait plus en place, comme si toute l'assurance dont il s'était drapé pendant des mois glissait soudain de ses épaules. La cuisine, d'habitude chaleureuse, était devenue une salle d'interrogatoire silencieuse. Il n'osa pas demander. Comme d'habitude, il se servit. Le téléphone de Diane glissa lentement vers lui, frôlant la surface froide du marbre. Ce n'était pas la première fois. Elle avait déjà remarqué les conversations ouvertes, les notifications effacées. Il appelait ça « protéger son couple ». Elle savait que c'était juste la peur de recevoir en retour ce qu'il avait semé lui-même. Toi qui disais que la jalousie c'était pour les autres, regarde-toi. Diane ne lui arracha pas l'appareil des mains. Elle ne protesta pas, ne justifia rien. Elle se contenta de constater. Marc, celui qui riait en parlant des esprits faibles que la jalousie détruit, tremblait devant un écran noir. Dans le silence de cette cuisine éclairée comme une salle d'opération, elle vit, pour la première fois, la peur qu'il cachait derrière ses grands discours. Dis-lui d'arrêter de t'appeler. Je t'en supplie. Les mots mirent du temps à sortir, coincés quelque part entre sa fierté et sa peur. Dis-lui d'arrêter. Une prière étrange dans la bouche de celui qui, quelques mois plus tôt, exigeait qu'on respecte ses envies au nom de la liberté. Il tenait le téléphone de Diane comme on tient une grenade dont on a déjà retiré la goupille. Dehors, la ville vivait comme si de rien n'était. Dedans, Marc découvrait que ce qu'il avait présenté comme un jeu adulte faisait, en sens inverse, terriblement mal. Il croyait que tout s'apaiserait si Diane coupait un numéro. Il ne comprenait pas encore que le vrai problème n'était pas l'homme qui appelait, mais celui qui avait un jour exigé d'ouvrir la porte. Je ne pensais pas que ça ferait si mal. La larme, longtemps retenue, traça enfin une ligne brillante sur sa joue. Il découvrait, trop tard, que la douleur n'épargne pas ceux qui se croient au-dessus des règles. Ce n'était pas seulement la peur de perdre Diane qui l'étranglait, c'était le choc brutal de sentir, dans son propre corps, le goût exact de la jalousie qu'il avait minimisée chez elle. Elle aurait pu tendre la main, composer un numéro, prononcer une phrase et calmer un instant la tempête dans ses yeux.
Mais Diane resta immobile. Elle refusa de réparer, une fois encore, ce qu'il avait volontairement cassé. Dans cette cuisine trop brillante, sous ces lumières impitoyables, Marc pleurait enfin. Et Diane, elle, venait de décider qu'elle ne serait plus jamais le coussin de sa conscience. Avant Bonapriso, avant les marbres importés, il y avait Yaoundé. Bastos, ses salons de coiffure chic, ses diplomates pressés, ses taxis jaunes. Diane n'était alors qu'une jeune femme de 24 ans, sérieuse, organisée, qui pensait que la vie se construirait avec de la patience et du travail. Elle n'imaginait pas encore à quel point le choix d'un homme pouvait tout faire basculer. Ce soir-là, à Yaoundé, un gala de bienfaisance réunissait politiciens, hommes d'affaires et bonnes familles. Diane y était venue par devoir, pas par plaisir. Elle comptait les minutes, discrète dans sa robe verte, loin du centre de la salle. Elle ne cherchait ni regard, ni promesse. C'est pourtant là, entre deux discours ennuyeux, que son histoire prit un tournant définitif. Elle ne ressemble pas aux autres. Marc Talla avait déjà tout pour lui. Le nom, l'argent, l'assurance tranquille de ceux qu'on a toujours traités comme des privilégiés. Ce soir-là, il aurait pu séduire n'importe quel invité en 2 phrases bien placées. Mais son regard se posa sur Diane, un peu à l'écart, avec son air sérieux et son verre de jus. Et quelque chose en lui décida d'aller vérifier qui était cette femme qui ne cherchait visiblement à plaire à personne. Il arriva par le côté, sans insistance, le sourire facile. Sa première phrase était censée être une simple accroche, un jeu. Mais Diane ne jouait pas. Elle répondit comme elle était, honnête, directe, un peu fatiguée par ce théâtre mondain. Marc, surpris, rit vraiment, pas pour séduire. Il venait de rencontrer quelqu'un qui ne cherchait pas à s'ajuster à lui. Il ne le savait pas encore, mais il venait aussi de trouver sa future femme. La conversation glissa du banal au personnel sans effort apparent. Ils parlèrent de Yaoundé, de Douala, de familles compliquées et de rêves trop grands. Diane découvrait un homme qui, derrière l'assurance, savait aussi écouter. Marc, lui, avait trouvé chez elle ce qu'il n'avait pas cherché. Une intelligence tranquille, une façon de voir clair à travers le vernis. Cette nuit-là, ils se quittèrent avec l'impression étrange que quelque chose venait d'être signé, sans papier. Tout s'enchaîna vite. Les rencontres de famille, les fiançailles, le mariage commenté par tous comme une belle alliance. Puis vint Douala, Bonapriso, la villa aux murs hauts et au portail automatique. Diane entra dans cette cour comme on entre dans un rôle tout neuf. Marc lui montra les pièces, l'appela « Madame Talla » avec fierté. Elle sourit, sans savoir encore que ces mêmes murs garderaient un jour le silence de ses larmes. Les premières années, Diane joua son rôle à la perfection. Elle recevait, organisait, gérait le staff sans un mot plus haut que l'autre. Marc brillait au centre de la pièce, entouré de rires et de verres levés. Quand on complimentait la manière dont la maison tournait, c'est son nom à lui qu'on prononçait. Diane souriait, consciente d'être l'ombre discrète derrière sa lumière. Elle croyait encore que c'était ça, le prix à payer pour la stabilité. Un soir comme un autre, après le départ des invités, la conversation prit un tournant nouveau. Entre 2 vidéos qu'il lui montrait sur la télévision, Marc commença à parler de couple moderne, de polyamour, de transparence totale. Diane croyait d'abord à un débat théorique, une de ces discussions qu'on oublie au matin. Elle ne voyait pas encore que, pour lui, c'était le début d'un projet. La phrase tomba au milieu du repas, comme une assiette qui se brise. « Tu as déjà pensé que la monogamie s'était dépassée ?» Diane releva la tête, son geste suspendu. Il souriait, l'air de lancer une idée brillante, presque amusée. Elle sentit une petite fissure s'ouvrir quelque part dans sa poitrine. Ce soir-là, elle répondit juste « non ». Mais au fond d'elle, quelque chose avait déjà commencé à se méfier. Je préfère être honnête que de tromper. On peut s'ouvrir, mettre des règles. Tu m'appelles ça de l'honnêteté, toi? Sur la terrasse, l'air était lourd, chargé d'humidité et de non-dits. Marc parlait de ne pas finir comme les autres, de ne pas étouffer. Il appelait ça de l'honnêteté, une preuve d'amour presque. Diane, les bras croisés,
sentait surtout qu'il venait de choisir ses désirs avant leur couple. À partir de ce soir-là, chaque nuit tardive, chaque sortie floue prendrait une autre couleur. La fissure n'était plus invisible. Les premières fois, Diane avait cru à une provocation, à un sujet de discussion parmi d'autres. Mais plus Marc parlait, plus elle comprenait que ce n'était pas une idée en l'air. C'était un projet. Un soir, à table, il posa les mots avec une sérénité qui la glaça. Pour lui, ce n'était qu'une évolution normale. Pour elle, c'était une trahison annoncée. Il alignait les arguments comme on aligne des chiffres dans un dossier, maturité, honnêteté, pas de mensonge. Il décrivait le mariage ouvert comme une solution élégante, un accord moderne entre deux adultes raisonnables. Mais dans sa belle logique, il oubliait un détail. Ce projet venait de lui seul. Diane n'avait rien demandé. On lui proposait seulement de rendre propre une décision déjà prise. On peut voir un thérapeute, Marc. Parler à quelqu'un. Pour qu'on me juge? Non merci. Diane tenta encore de ramener leur couple vers un terrain commun. Proposer de l'aide, ce n'était pas avouer une faiblesse, c'était protéger ce qu'ils avaient construit. Mais Marc refusait tout regard extérieur. Il ne voulait pas être contredit, encore moins remis en question. Il voulait une bénédiction, pas une analyse. Ce soir-là, sur la terrasse, le fossé entre eux se creusa d'un pas de plus. Diane, je vais le faire, avec ou sans ton accord. Donc tu me forces? Il ne cria pas. Il ne tapa pas du poing sur la table. Il dit simplement « Je vais le faire », comme on annoncerait un voyage déjà réservé. Avec ou sans ton accord. Diane le regarda, incrédule. Il appelait ça lui laisser un choix. En réalité, il venait de lui dire qu'elle n'avait plus son mot à dire. Son consentement n'était plus qu'une formalité décorative. Tu peux venir avec moi là-dedans, ou je le ferai en cachette. Je préfère être honnête. Tu appelles ça un choix? Il présenta son ultimatum comme une preuve de transparence. Soit tu viens avec moi, soit je le fais en secret. Comme si annoncer d'avance la trahison la rendait plus acceptable. Diane comprit alors une chose douloureuse. Marc avait déjà choisi Marc. Il ne cherchait plus une décision à deux. Il voulait simplement qu'elle habille sa décision à lui avec le mot « oui ». Cette nuit-là, Diane ne fit pas de scène. Elle ne jeta pas de coussin, ne hurla pas. Allongée à côté de lui, elle pleura en silence, comme on pleure dans les maisons où les murs ont des oreilles et les apparences beaucoup trop de valeur. À chaque respiration régulière de Marc endormi, elle sentait un peu plus clairement la place qu'elle occupait dans son esprit. Celle qui doit comprendre, encaisser, s'adapter. S'il peut faire ce qu'il veut, moi aussi. Au matin, ses yeux portaient encore la trace de la nuit, mais sa voix, elle, était étonnamment stable. Devant le miroir, Diane se regarda longtemps, comme si elle cherchait à reconnaître la femme qu'elle devenait. Une phrase lui traversa l'esprit, simple et dangereuse. S'il peut faire ce qu'il veut, moi aussi. Ce n'était pas encore un plan. C'était d'abord une promesse intérieure de ne plus être la seule à tout subir. Quand elle dit « d'accord », ce matin-là, Marc l'entendit comme une victoire. Elle entendait surtout le bruit discret de quelque chose qui se fissurait encore en elle. Ils parlèrent vite de règles, de cadres, comme si on pouvait réellement cadrer la douleur. Marc promit qu'elle resterait sa priorité, qu'il serait toujours là. Il ne remarqua même pas la lassitude dans ses yeux au moment où elle hocha la tête. Pas d'amis, pas de collègues, pas de famille. Pas de nuit dehors, préservatif toujours. On dirait un contrat de travail. Ils couchèrent l'accord sur le papier, comme un contrat. Pas d'amis, pas de collègues, pas de famille, pas de nuit complète, toujours protégée. Marc dictait, Diane écrivait. Il croyait ainsi maîtriser les risques, enfermer le chaos dans une liste de conditions. Il ne voyait pas qu'en face de lui, une autre forme de chaos prenait naissance, celui d'une femme qui, se sachant trahie, décidait pourtant de jouer le jeu jusqu'au bout. Je sors, ne m'attends pas. Tu sais les règles. Il vient de me perdre et il ne le sait même pas. Le soir où Marc sortit pour la première fois avec sa nouvelle liberté officialisée, Diane ne posa pas de questions. Elle ne demanda pas l'heure de retour, ni avec qui il serait. Elle resta assise au bord du lit,
à écouter le bruit de ses pas s'éloigner, puis le claquement sec de la porte. À cet instant précis, quelque chose se retourna en elle. Elle venait d'accepter ses règles à lui. Mais c'est à partir de là qu'elle commença, en silence, à écrire les siennes. Les premières sorties sous le nouveau régime ressemblèrent étrangement aux anciennes. Même parfum, même chemise repassée, même phrase vague, réunion, dîner important. Sauf qu'à présent, il pouvait dire « ne m'attends pas » sans même feindre l'excuse. Diane le regardait partir, la main sur la rambarde, et réalisait qu'elle n'était plus seulement trompée en secret. Elle était officiellement mise de côté. Quand la porte se refermait derrière Marc, le silence s'installait comme un invité de trop. Diane errait un peu dans le salon, s'asseyait, se relevait, allumait la télévision sans la regarder. La maison, si pleine de monde les week-ends, paraissait maintenant étonnamment vide. On lui avait parlé de liberté, de couple évolué. Tout ce qu'elle sentait ce soir-là, c'était un abandon très ordinaire. Il rentrait tard, parfois l'odeur d'un parfum étranger encore accroché à sa peau. Mais il ne se cachait plus. Il posait son verre, haussait les épaules, rappelait les règles qu'il avait lui-même imposées, pas de questions, pas de drame. Dans sa bouche, le mot « honnêteté » sonnait comme une arme. Pour Diane, chaque minute ajoutée à l'horloge était pourtant une preuve de plus de son effacement. Il dort en paix, avec ma douleur comme oreiller. De plus en plus souvent, Diane restait éveillée pendant que Marc dormait profondément, un bras étendu sur l'oreiller qu'ils partageaient. Elle n'éclata pas. Elle n'insulta personne. À la place, quelque chose en elle se refroidit. Ce n'était plus seulement de la tristesse, ni même de la colère. C'était une forme de glace intérieure, une décision silencieuse de ne plus se sacrifier sans réfléchir. Un dimanche matin, elle tenta encore une fois d'atteindre l'homme sous les principes. Pas pour lui faire la morale, juste pour comprendre. « Tu es heureux, comme ça ?» Il répondit « oui », sans réfléchir, sans lever les yeux de l'écran. À cet instant, Diane se rendit compte qu'il n'entendait même plus ses questions. Ce n'était pas sa souffrance qu'il évaluait, seulement son propre degré de satisfaction. Quand elle osa formuler la vraie question « Tu me veux encore, moi ?» Il répondit par réflexe, comme si c'était évident. Puis, dans le même souffle, il lui proposa presque gaiement de sortir aussi, profiter, voir quelqu'un. Aux yeux de Marc, la solution était simple. Si chacun prenait sa part de douleur, personne ne pourrait plus se plaindre. Il ignorait qu'elle refusait justement de se salir pour le rejoindre dans ce désordre. Ce jour-là, dans le couloir, à écouter Marc rire au téléphone avec quelqu'un qu'elle ne connaîtrait jamais, Diane comprit enfin ce qu'il attendait vraiment d'elle. Pas de compréhension, pas de complicité, du silence, une présence utile, élégante, qui ne dérange pas ses expériences. Cette prise de conscience ne fit pas de bruit, mais c'est là que l'idée lui vint. Si lui pouvait changer les règles, elle aussi, à sa manière. Est-ce que tu te souviens encore de moi, Jules ? Assise devant son ordinateur, tard le soir, Diane laissa son esprit remonter vers une époque où elle n'était pas encore l'épouse Tala. Un nom revint à la surface. Jules Hatem, le camarade du lycée qu'il avait respecté à un moment où on l'accusait à tort. En voyant son visage sur l'écran, elle sentit quelque chose comme un ancrage. Elle n'avait pas besoin d'un amant. Elle avait besoin d'un témoin. Elle pesa chaque mot avant de l'envoyer. Pas de plainte déguisée, pas de confession trop longue. « Salut Jules, c'est Diane Ndongo. On peut parler ?» Quand elle appuya sur « Envoyer », elle sut qu'elle venait de franchir une ligne, mais pas celle qu'imaginait Marc. Elle ne cherchait pas une revanche sexuelle. Elle cherchait un allié pour reprendre un minimum de contrôle sur le récit de sa propre vie. La réponse arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. « Bien sûr que je me souviens. Oui, appelle-moi. » Aucune curiosité malsaine, aucune blague. Juste une porte entr'ouverte. Assise au bord du lit, le téléphone éclairant son visage, Diane sentit une émotion étrange. Un mélange de honte d'en être arrivée là et de soulagement de ne plus être seule avec ce secret. Elle n'avait pas encore de plan précis, mais elle avait trouvé quelqu'un qui, elle le savait, ne profiterait pas de sa fragilité. Elle n'osa pas appeler depuis le salon ni la chambre.
Elle s'enferma dans sa voiture, garée dans une rue tranquille de Bonapriso, comme si le tissu du siège pouvait mieux garder ses secrets que les murs de la villa. Quand la sonnerie se lança, son cœur accéléra, sans qu'elle sache si c'était la honte, la peur ou l'espoir de ne plus porter tout ça seule. De l'autre côté de la ville, dans un appartement beaucoup plus simple que la Villa Thala, une voix masculine se fit chaleureuse. Jules se souvenait. Pas de commentaires déplacés sur sa nouvelle vie, pas de curiosité lourde, juste cette surprise sincère et ce sourire dans le ton. Diane sentit un peu de tension quitter sa nuque. Elle venait de retomber sur quelqu'un qui, à l'époque déjà, l'avait vue sans la juger. Les phrases sortira par morceaux. Elle ne donna pas chaque détail, ne décrivit pas chaque nuit. Elle parla de ce mot, ouvert, qu'il avait lancé comme une promotion, des règles qu'il avait dictées, de ce sentiment de devenir figurante dans sa propre maison. À mesure qu'elle parlait, Diane entendait sa propre histoire comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois, elle la trouva aussi violente qu'elle l'était réellement. Jules ne chercha pas à minimiser pour la rassurer. Il ne lui dit pas « tous les hommes sont comme ça ». Au contraire, plus elle parlait, plus sa voix à lui se faisait grave. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la pression maquillée. Ce jugement clair, sans détour, fit du bien à Diane. Elle n'était pas trop sensible, elle n'inventait pas. Quelqu'un d'extérieur voyait enfin ce qu'elle vivait. La demande lui brûlait la langue depuis qu'elle avait tapé son nom dans la barre de recherche. Elle savait qu'elle entrait sur un terrain glissant, dangereux même. Pourtant, plus elle pensait à Marc en train de savourer sa liberté, plus l'idée prenait forme. Elle ne voulait pas d'un amant, ni d'une aventure. Elle voulait un miroir, quelqu'un qui l'aiderait à lui faire avaler sa propre ouverture. Jules ne s'emballa pas. Il ne profita pas de la brèche pour se rapprocher d'elle sous prétexte de la consoler. Il demanda des précisions. Encore. Il voulait comprendre exactement ce qu'elle imaginait, jusqu'où elle était prête à aller, et surtout, jusqu'où lui refusait d'aller. Son silence n'était pas de la froideur, c'était de la prudence. Et ça, Diane le respecta immédiatement. Je veux que tu joues le rôle de mon petit ami. Pas de sexe, pas de débordement, juste assez pour qu'il ressente ce qu'il m'a fait. L'idée, dit à voix haute, lui parut presque folle. Demander à un ancien camarade de jouer le rôle de petit ami imaginaire, non pas pour tromper, mais pour faire toucher du doigt la jalousie à celui qui la méprisait tant. Elle insista sur les limites. Pas de corps, pas de drame public, pas d'histoire d'amour improvisée. Ce qu'elle voulait, c'était un scénario, pas une nouvelle blessure. Il accepta, mais pas à la légère. Il posa ses propres règles, lui aussi. Jamais chez elle, jamais de confrontation directe avec Marc sans qu'elle en soit maîtresse. Arrêt immédiat au moindre signe de danger. Il ne voulait pas devenir un problème de plus dans sa vie, ni un prétexte pour que la situation dérape. Diane sentit une forme de respect dans ce « oui » encadré. Elle n'était pas un jeu pour lui. Après l'appel, seul dans son petit bureau, Jules rouvrit une vieille photo de promo retrouvée sur un réseau. Diane y apparaissait plus jeune, mais avec la même façon de se tenir, droite, à moitié en retrait. Il se rappela la scène où on l'avait accusée à tort et sa réplique simple « Vérifiez mon brouillon ». Ce souvenir le convainquit définitivement. Il n'aidait pas une femme en quête de drame, mais quelqu'un qui voulait reprendre sa dignité. Je ne vais pas me salir pour lui, mais je ne serai plus la seule à avoir mal. En raccrochant, Diane ne ressentit ni triomphe ni excitation, plutôt un calme grave. Elle n'allait pas se jeter dans des bras étrangers pour prouver quoi que ce soit. Elle se refusait à trahir son propre corps pour donner une leçon. Mais elle avait décidé une chose, Marc ne serait plus le seul à jouer avec les règles. Si la jalousie était un sentiment réservé, selon lui, aux esprits faibles, alors il allait enfin découvrir à quel point on peut s'y noyer. Elle ne changea pas subitement, ne se mit pas à tout cacher, au contraire. Le premier appel de J arriva un soir où Marc était tranquillement assis dans le salon. Le nom s'afficha bien en vue, l'écran face vers le haut. Diane le laissa sonner, sans se jeter sur l'appareil. Elle ne chercha pas à faire un spectacle. Elle voulait qu'il voie, qu'il remarque, et qu'il fasse semblant de ne rien voir. Plus tard, elle retrouva des traces de sa curiosité mal maîtrisée,
la conversation avec J, ouverte alors qu'elle ne l'avait pas consultée, ses photos Instagram déjà affichées sur son écran. Marc fouillait, comme il l'avait toujours fait, mais sans question, sans accusation. Il voulait tout voir, sans rien assumer. Diane le laissa faire. C'était exactement ce qu'elle comptait provoquer. Cette fois, elle répondit. Rien de compromettant dans les mots, mais beaucoup dans le ton. Une familiarité douce, une vraie attention à sa personne qu'elle n'entendait plus chez Marc depuis longtemps. Elle ne chuchotait pas. Elle ne sortait pas de la pièce. Marc, arrêté dans l'embrasure de la porte, sentit pour la première fois un désagréable mélange de curiosité et de piqûre dans la poitrine. Tu exagères, Jules. Le rire de Diane résonna dans le salon. Un vrai rire, pas celui, poli, qu'elle servait aux invités. Marc l'avait presque oublié, ce son-là. Il resta planté là, à la regarder sourire à un autre, même si ce sourire ne dépassait pas le combiné. Il ne savait pas encore s'il était plus blessé par le fait qu'elle rit, ou par le fait qu'elle ne riait plus ainsi avec lui depuis si longtemps. Un matin, un bouquet arriva. Rien d'extravagant, mais impossible à ignorer au milieu du marbre gris. Sur la petite carte, quelques mots simples signés J. Diane ne les cacha pas dans un coin de chambre. Elle posa les fleurs au centre de la cuisine, là où tout le monde passerait. Le soir, ce « tout le monde », c'était Marc. Elle savait exactement ce que ce bouquet allait réveiller chez lui. Qui t'a envoyé ça? Un ami. En découvrant le bouquet, Marc ne fit pas semblant de ne pas voir. Il demanda, presque aussitôt, « Qui t'a envoyé ça ?» Diane répondit comme il avait souvent répondu lui-même à ses soupçons. « Un ami. » Elle ne donna ni nom, ni explication. La carte entre ses doigts, Marc sentit une pointe brûlante monter dans sa gorge. La scène lui semblait soudain étrangement familière, mais inversée. Il tenta un demi-sourire, lança un « C'est bien, tu te fais des amis » qui sonnait creux. Le mot « ami » avait soudain un goût amer dans sa bouche. Pendant des mois, il avait entretenu ses propres amis, protégés par la certitude que Diane ne bougerait pas. À présent, il découvrait l'inconfort d'être de l'autre côté de la phrase. Et ce n'était que le début. Cette fois, ce ne fut pas Diane qui resta éveillée. C'était Marc. Allongé dans l'obscurité, il repensait à la carte, au nom abrégé, à ce rire qu'il avait surpris au téléphone. Il se surprit à chercher des visages dans sa mémoire, à imaginer des scénarios. La même machine infernale qu'il avait déclenchée chez sa femme pendant des mois se mettait enfin en route dans sa propre tête. Et elle ne le laissait pas dormir. Demain vers 19h, c'est bon pour le dîner? D'accord, à demain alors. Le lendemain, elle fixa un dîner au téléphone sans chercher à s'isoler. Demain à 19h, c'est bon? Marc entendit l'heure, le ton, le « à demain » qui suivit. Il resta debout, derrière le canapé, à faire semblant de s'intéresser à la télévision éteinte. Il découvrait une nouvelle sensation. Lui qui se croyait si au-dessus de ça, celle d'être de trop dans sa propre maison. Quand elle enfila cette robe noire simple pour sortir, Marc ne put plus faire semblant. « Tu vas où, habillé comme ça ?» La jalousie, ce sentiment qu'il méprisait tant chez les autres, avait enfin pris une forme précise en lui. Diane, en le regardant dans le miroir, sut qu'il avait franchi une ligne intérieure. Pour la première fois, il tenait vraiment à savoir. Et pour la première fois, elle n'avait plus l'intention de lui faciliter la tâche. Cette fois, elle ne laissa pas de flou dans les prénoms. Quand Marc lui demanda, la voix déjà trop tendue pour paraître détendue, elle répondit simplement « Il s'appelle Jules ». Pas de surnom, pas de détour. Un homme précis, avec un visage qu'il pourrait imaginer. Le prénom claqua dans l'entrée comme un rappel. Lui aussi avait désormais un rival tangible, pas seulement des ombres anonymes. Jules, Athème? Tu le connais? Le prénom réveilla un souvenir chez Marc. Jules, Athème? Il avait déjà entendu ce nom dans des conversations de réseau, par des amis, sans y prêter attention. Mais maintenant, l'association se faisait. Pas un inconnu sorti de nulle part. Un homme avec une existence réelle, des connexions possibles. Le hasard laissait place à la menace.
Pour la première fois, il sentit la jalousie porter un visage. L'homme qui exigeait des réponses détaillées pour chacune de ses recherches, de ses projets, se retrouvait à demander timidement « Vous vous connaissez d'où ?» Diane aurait pu le rassurer, minimiser, amoindrir. Elle choisit au contraire de le confronter à sa propre logique, ne pas poser de questions si l'on ne supporte pas toutes les réponses. Puis, elle sortit, le laissant seul avec cette phrase. Le restaurant n'avait rien de tape à l'œil, quelques tables en bois, une lumière chaude, un fond de musique discret. Jules se leva en la voyant entrer, lui tira une chaise sans chercher à s'imposer plus que nécessaire. C'était normal, presque banal. Et c'est justement cette normalité-là dont Diane se rendit compte qu'elle avait été privée. Une présence masculine, attentive, sans calcul. Je veux juste être sûr, tu gardes le contrôle, d'accord? Le jour où ça dérape, on arrête. Promis. Ils parlèrent, non pas comme deux amants clandestins, mais comme deux adultes en train de tenir un plan délicat. Jules la questionna encore sur ses limites, sur ses peurs, sur ce qu'elle voulait réellement provoquer. Il ne la poussa à rien, ne chercha pas à profiter de la brèche. À ce dîner, Diane comprit qu'au-delà de son rôle dans son stratagème, Jules lui rappelait surtout quelque chose de vital. Le respect simple existe encore. En l'écoutant, Diane prit conscience d'une autre forme de manque, plus profonde que l'absence de caresses ou de compliments. La famine de respect. Pas de flatterie, pas de marraine récitée machinalement. Juste des questions sincères, une écoute sans interruption, une manière de la considérer comme un être entier, pas comme un décor ou un obstacle à franchir. À cette table, elle réalisa à quel point elle avait été affamée de cela. Quand elle rentra, il était debout dans le couloir, comme un parent attendant un adolescent en retard. Il demanda l'heure, alors qu'une horloge brillait juste au-dessus de sa tête. Ce n'était pas l'heure qui l'obsédait, c'était avec qui elle l'avait passée. Diane le vit tout de suite dans sa posture, dans sa mâchoire contractée. Il goûtait, à son tour, la longue attente qui avait rythmé ses propres nuits. Ce que tu fais, toi, c'est différent! Différent comment, Marc? Parce que ça ne t'arrange plus? Dans la cuisine, la confrontation éclata enfin. Marc, qui s'était tant vanté de sa liberté assumée, accusait maintenant Diane de dépasser les bornes. « C'est différent », répétait-il, sans pouvoir expliquer en quoi, si ce n'est qu'il se retrouvait, cette fois, du côté blessé. Elle, en face, ne haussait pas le ton. Elle se contentait de lui renvoyer ses propres arguments, retournés contre lui comme un miroir sans pitié. Elle posa enfin des mots nets sur ce qu'il refusait de voir. Ce n'était pas la pratique qu'il jugeait, c'était la personne qui l'exerçait. Quand c'était lui, on parlait de vérité, de maturité. Quand c'était elle, le même jeu devenait une trahison intolérable. Dans son regard à elle, il lut soudain toute l'injustice accumulée. Pas de cris, pas de larmes. Juste cette lucidité froide qui lui serra la gorge plus fort que n'importe quelle dispute. Je n'aime pas ça. Bienvenue dans ma vie depuis des mois. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, Marc n'eut plus de théorie à proposer. Plus de grandes phrases sur la liberté ou la modernité. Il parvint à dire seulement « je n'aime pas ça ». Une phrase simple, nue, que Diane aurait pu prononcer bien avant lui. Elle le regarda, mesura la distance qui les séparait maintenant et comprit que, quoi qu'il arrive, il ne reviendrait plus jamais au avant. La chute avait commencé. Le gala était prévu depuis des semaines. Au départ, ils devaient y aller ensemble, comme toujours. Couple vitrine, sourire calibré. La veille, Marc avait eu un rendez-vous urgent et s'était désisté. Diane regarda l'invitation posée sur le lit, puis son reflet en robe bordeaux. Elle décida de ne plus annuler sa vie chaque fois qu'il changeait d'avis. Ce soir-là, elle irait seule. Du moins, officiellement. Le musée privé brillait sous les projecteurs, façades de verre et de pierre, voitures alignées, rires polis. Diane avança seule sur les marches, saluant d'un signe de tête les visages familiers. Beaucoup notèrent l'absence de Marc sans rien dire. Dans ce milieu, on sait comment se taire avec élégance. Diane, elle, se contentait d'avancer, un pas après l'autre, comme on entre dans une scène dont on connaît déjà le dénouement. Jules n'était pas de ce milieu-là. Pas encore.
Son costume était sobre, sans marque ostentatoire, mais il se tenait droit. Il entra sans fracas, laissa ses yeux balayer la salle jusqu'à croiser ceux de Diane. Un léger signe de tête, pas de geste théâtral. Il venait jouer un rôle précis dans un décor où tout se raconte par les apparences. Mais il n'oubliait pas ce qu'il s'était promis, garder la tête froide, quoi qu'il arrive. Rappelle-toi, on reste crédible, pas dramatique. Tu peux compter sur moi. Diane le présenta sobrement, un ami d'enfance venu de Yaoundé. Ils se tinrent proches, sans excès. Par moments, la main de Jules se posait légèrement dans son dos pour l'accompagner à travers la foule, un geste plus protecteur que possessif. Autour d'eux, les regards captaient ces détails, les recomposaient déjà en histoire. Dans ce monde, il n'en fallait pas plus pour lancer une rumeur. Un homme, une femme, une proximité assumée. Bientôt, les sourires polis se teintèrent de curiosité. On suivait du coin de l'œil ces deux silhouettes qui ne se lâchaient presque pas. Les téléphones sortirent, comme toujours. Une photo prise au détour d'un selfie, un zoom discret depuis l'autre bout de la salle. Une femme de leur cercle, connue pour son besoin compulsif de tout documenter, capturait déjà l'image qui, quelques heures plus tard, allumerait un incendie feutré. La légende était courte, volontairement ambiguë, nouvelle connexion. La photo, elle, disait le reste. Diane, tête renversée, riant, et à ses côtés, un homme élégant, visage tourné à moitié vers elle. En quelques minutes, l'image commença à circuler dans ce petit monde où tout le monde connaît tout le monde. Les notifications se mirent à vibrer sur des dizaines de téléphones, dont celui de Marc. Non, c'est quoi ça? Seul dans le salon, Marc faisait défiler machinalement les stories et les posts habituels, jusqu'à ce que l'image apparaisse. Son pouce s'arrêta net. Le temps aussi, un instant. Là, sur l'écran, sa femme, splendide, en robe bordeaux, riait à côté d'un autre homme. Pas un inconnu flou dans un coin de cadre. Un homme centré, présent, assumé. Il sentit son estomac se tordre avec une violence qu'il n'avait jamais connue. Réponds, Diane. Les questions jaillirent en rafale. « Tu es où? C'est qui? Rappelle-moi. » Exactement les mêmes que celles qu'elle avait voulu poser, tant de nuits auparavant, et qu'il lui avait refusées. Il regardait les deux coches de réception, l'absence de lu, les minutes qui s'allongeaient. Chaque silence de son côté à elle était un écho de ceux qui lui avaient imposé, autrefois en éteignant son téléphone pour profiter tranquille. Sur le chemin du retour, dans la voiture qui la ramenait vers Bonaprisso, le téléphone vibrait sans arrêt dans son sac. Diane vit les messages s'afficher, reconnut la panique dans la répétition. Elle aurait pu répondre tout de suite, calmer le jeu, rassurer. Elle choisit de faire quelque chose que Marc n'avait jamais fait pour elle, lui laisser le temps de goûter pleinement ce qu'il avait servi. L'attente, le doute, les scénarios qui se construisent tout seuls. Devant la porte, elle marqua une légère pause, comme une actrice avant de monter sur scène. Elle savait ce qui l'attendait derrière, des questions, des reproches, des larmes peut-être. Mais désormais, elle n'avait plus peur de cette confrontation. Pour la première fois, Marc venait de vivre, ne serait-ce que quelques heures, avec l'angoisse qu'il avait installée dans son propre foyer. Le silence qui régnait dans la maison n'était pas vide. Il était plein de tout ce qu'il n'avait pas encore osé se dire. C'est quoi ça, Diane? Tu te fous de moi? C'est une photo. Tu veux que je t'explique quoi exactement? À peine la porte refermée, il l'accueillit dans la cuisine, téléphone brandi comme une preuve. La photo en plein écran, ses messages restés sans réponse, tout alimentait une colère qui ressemblait surtout à de la panique. Il parlait de ridicule, de honte. Diane, elle, posa les yeux sur l'image sans détourner le regard. Elle n'avait plus envie d'expliquer, encore moins de s'excuser. La scène tant redoutée était enfin là. Il parlait de humiliation, de ce que les gens vont dire. Comme si la honte n'était devenue réelle qu'au moment où c'était lui qui la ressentait. Diane lui renvoya une question simple. Combien de fois avait-il affiché sa vie sans elle, au bar, au restaurant, dans des stories suggestives?
À chaque fois, c'était pour lui de la transparence, de la modernité. Maintenant que le regard des autres se retournait, tout à coup, l'image comptait. Diane avait déjà tenté d'alerter quelqu'un d'autre. Un jour, elle avait parlé à la mère de Marc, autour d'un thé dans un restaurant chic. Elle n'avait pas supplié, juste expliqué. Les sorties, les discours sur le mariage ouvert, la douleur qui grossissait. Madame Tala avait écouté en silence, puis servi cette réponse douce et tranchante à la fois. Protège le nom de la famille. Les hommes sont comme ça. Sois sage. Ce jour-là, Diane avait compris qu'on lui demandait de préserver l'image, pas son cœur. Il invoqua même sa mère, l'image de la famille, les on-dit de Douala. Tu veux que tout le monde parle de moi? Diane sentit une ironie amère lui monter aux lèvres. Sa belle-mère, celle-là même qu'il craignait de voir choquée par une photo, était déjà au courant de ses dérives. Elle avait simplement choisi de lui dire à elle, à Diane, de tenir bon, de se taire, d'être sage. Face à ce rappel, Marc perdit un peu plus pied. La colère tomba, laissant place à une détresse nue. Marc ne parlait plus de théorie ni de règles. Il parlait juste de ce qu'il ressentait, une douleur qu'il disait insupportable en pensant à elle avec un autre. Diane nota la nuance. Lui souffrait d'une image, d'une supposition. Elle avait dû vivre avec la réalité crue de ses sorties, de ses odeurs, de ses absences. Ce n'était pas la même chose, et il était temps qu'il le comprenne. Plutôt que de céder à son exigence de couper net, Diane fit une proposition inattendue, s'il voulait vraiment savoir alors qu'il le rencontre. Pas en cachette, pas dans une scène de jalousie de rue, mais sur son terrain à lui, son club privé, là où il se sentait d'ordinaire tout-puissant. Marc resta interdit. L'idée qu'elle fasse entrer cet homme dans son espace le choquait autant que la perspective de ne jamais savoir. Il accepta, presque malgré lui. Le lendemain, ils arrivèrent en avance au club. L'endroit respirait l'entre-soi. Boiserie sombre, fauteuil en cuir, serveur discret. Jules s'assit face à Diane, l'air calme en surface, mais parfaitement conscient de la portée de ce qui allait se jouer. « Tu es prêt ?» lui demanda-t-elle. Il renvoya la question, parce que, quoi qu'il arrive, c'était elle qui allait porter les conséquences de cet affrontement. Quand Marc entra, il ne remarqua ni les tableaux, ni les autres hommes attablés plus loin. Son regard fut immédiatement aimanté par ce coin où Diane et Jules l'attendaient. La scène avait quelque chose d'irréel. Sa femme, assise dans son club, avec un autre homme qui se leva calmement à son approche. Il sentit quelque chose se briser en lui, un mélange de fierté blessée et de peur brute. Marc attaqua tout de suite. « Tu te prends pour qui? Pour venir dans mon mariage ?» Jules répondit sans élever la voix. Il n'avait pas forcé la porte. C'était Marc qui l'avait ouverte en réclamant ce fameux mariage ouvert. Diane, entre les deux, leva la main, intima à son mari de s'asseoir. Pour la première fois, dans ce club où il faisait d'ordinaire la loi, il se retrouva invité à se calmer par celle qu'il avait toujours tenue à la périphérie de ses décisions. La question finit par tomber, nue, douloureuse. « Tu couches avec lui ?» Marc la posait comme si sa survie en dépendait. Diane soutint son regard. « Non, je n'ai jamais couché avec lui. Il a juste joué un rôle que toi, tu as écrit. » Elle dévoila alors calmement le scénario, les limites posées, l'absence totale de contact physique. La douleur qui le ravageait venait non pas d'une trahison réelle, mais de ce qu'il avait imaginé tout seul. Exactement ce qu'il avait exigé qu'elle supporte, mois après mois, pendant ses propres escapades. Il a joué un rôle que toi, tu as écrit. Alors j'ai souffert pour rien? L'information mit quelques secondes à traverser la carapace. Jamais couchés ensemble. Pas même un baiser. Un scénario pensé pour lui renvoyer sa propre logique en pleine figure. Marc sentit ses entrailles se nouer. Tout ce qu'il avait ressenti ces derniers jours, cette douleur, cette jalousie, venait d'un film qu'il s'était projeté tout seul. Et c'était exactement ce qu'il avait imposé à Diane, sauf que pour elle, il ne s'agissait pas d'un film, mais de la réalité. Elle ne chercha pas à l'humilier davantage. Elle posa les choses comme on pose un dossier sur la table. Toi, tu t'es écroulé parce que tu m'imaginais. Moi, je me suis écroulé pendant que toi, tu y étais pour de vrai. Elle ne comparait pas pour gagner des points, mais pour qu'ils mesurent,
Enfin, l'écart entre son angoisse imaginaire et sa souffrance concrète. Aucun de ses beaux discours sur la liberté ne tenait plus debout face à ça. Jules prit la parole à son tour, sans s'enflammer. Il rappela qu'il n'était ni un rival, ni un voleur de femmes, qu'il s'était contenté d'entrer dans un rôle défini par Diane pour lui faire ressentir ce qu'il lui faisait vivre. Puis il se retira de la conversation, symboliquement comme physiquement, laissant le couple face à lui-même. Il ne serait jamais l'excuse derrière laquelle Marc pourrait se cacher. L'homme qui, quelques mois plus tôt, défendait son concept de mariage ouvert comme un progrès inévitable, supplia maintenant qu'on ferme toutes les portes. Il parlait d'erreurs, de bêtises, de ne plus jamais vouloir ça. Les mots sortaient dans le désordre, sans stratégie. La liberté qu'il avait exigée avec tant d'arrogance lui apparaissait enfin pour ce qu'elle était. Un caprice dont il ne supportait pas le retour de bâton. Devant ces supplications, Diane ne céda pas à la tentation du d'accord instantané. Elle posa la vraie question. Et après ? Fermer le mariage ne ferait pas disparaître les nuits, les phrases, les humiliations silencieuses. Marc pouvait bien promettre de ne plus recommencer. Elle devait réfléchir à ce qu'il restait d'elle et de leur lien après ce séisme. La réparation ne se décrète pas en un claquement de doigts. Plus tard, de retour dans la cuisine en marbre de Bonapriso, la boucle se boucla. Le téléphone vibra sur le plan de travail. Jules appelait, simplement pour prendre de ses nouvelles. Marc l'attrapa comme un objet dangereux, les mains tremblantes. « Dis-lui d'arrêter de t'appeler », souffla-t-il au bord des larmes. Ce qu'il réclamait, ce n'était plus un concept, mais un soulagement immédiat de sa propre torture. Elle aurait pu céder, appuyer sur bloquer, sacrifier encore un lien pour protéger son confort à lui. Mais Diane était allée trop loin dans la trahison de ses propres besoins pour recommencer. Elle répondit à Jules, le rassura, puis reposa calmement le téléphone. « Je ne couperai pas quelqu'un qui m'a respecté, juste pour que tu souffres moins. » Dans cette phrase, il y avait tout le chemin parcouru. Elle ne serait plus la variable d'ajustement des angoisses de Marc. Elle ne claqua pas la porte sur un ultimatum. Elle annonça simplement qu'elle partait prendre de l'air, ailleurs, loin de sa voix et de ses arguments, pour réfléchir sans être manipulée. Marc, vidé, ne trouva rien à opposer. Il bredouilla qu'il l'attendrait, qu'il changerait, qu'il ferait tout ce qu'elle voudrait. Diane ramassa un petit sac, rien de définitif encore. Mais ce geste, lui, l'était. La première fois depuis longtemps qu'elle choisissait de se mettre physiquement à distance de lui. Avant de franchir le seuil, elle se retourna une dernière fois. Elle ne parla pas de vengeance ni de punition. Elle parla de ce point central qu'il avait refusé de voir. Il avait traité leur couple comme un terrain de jeu parce qu'il se croyait le seul pris à l'intérieur. Il avait oublié qu'en face de lui, il n'y avait pas un meuble, ni un titre, mais une personne. Elle referma la porte doucement derrière elle, laissant Marc s'effondrer enfin sans témoin. Diane ne sentit ni victoire, ni triomphe en s'éloignant de la villa. Juste une fatigue immense, et sous cette fatigue, une clarté nouvelle. Elle ne savait pas encore si elle divorcerait, si Marc tiendrait ses promesses, si leur histoire aurait une seconde chance ou non. Mais elle savait une chose. Plus jamais elle n'accepterait de sacrifier sa dignité au nom de la liberté d'un autre. La leçon est simple. Ne demande pas une liberté dont tu es incapable de supporter toi-même les conséquences. Ne joue pas avec le cœur de quelqu'un en te cachant derrière de beaux mots comme honnêteté ou modernité, si, au fond, tu n'acceptes pas de ressentir ce que tu imposes. Et surtout, ne laisse jamais personne te convaincre que tes limites, ta douleur, tes besoins sont secondaires face à ses désirs. Parce que parfois, la fin la plus triste n'est pas celle où l'on perd l'autre, mais celle où l'on réalise qu'on s'est perdu soi-même en restant. Merci d'avoir suivi cette belle histoire. N'oubliez pas de vous abonner sur le compte africain 225 pour plus d'histoires inspirantes. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.